L'émission fut diffusée à 317 Amutse. Tous les écrans de la Terre vacillèrent et devinrent noirs pendant 3 secondes, avant qu'une lumière bleue froide et statique ne remplisse le vide. Puis la voix retentit, métallique, lente, chargée d'échos surnaturels. C'est la voix aiguë du domaine arcan. Votre planète a été reconnue coupable de défiance. Vous serez subjugué. Toute résistance sera réprimée par l'extinction. Cela s'est terminé sans explication. Pas d'image, pas de traduction. Juste cette phrase. La majeure partie du monde dormait encore. Mais ceux qui attendaient ce jour, ils étaient déjà habillés. Ce jour, ils étaient déjà habillés. Dans un bunker sous le vieux Nevada, le commandant Ryland venait d'allumer sa première cigarette depuis 4 ans. Il fixa le message qui défilait sur l'écran poussiéreux devant lui. Ses doigts ne tremblaient pas. Ses yeux ne clignaient pas. Il murmura simplement « Enfin ». La guerre n'avait pas commencé aujourd'hui. Pas vraiment. La Terre s'y préparait depuis l'événement. 70 ans plus tôt, un artefact extraterrestre s'était écrasé en Sibérie. Il n'avait pas explosé. Il n'avait pas tué. Il avait juste murmuré. Chuchoté aux bonnes personnes, aux mauvaises. Ce murmure a ouvert une technologie qui n'aurait pas dû être la nôtre. La manipulation de l'énergie, des matériaux défiant la physique connue, des armes sans nom. Mais la Terre en a fait quelque chose d'étrange. Elle ne s'est pas unie. Les nations sont restées divisées. Les frontières sont restées. La cupidité n'a pas disparu. Il n'y avait pas d'utopie, mais chaque superpuissance est emparée de la technologie et a commencé à construire. Dans l'ombre. En silence. Certains disaient que c'était la peur. D'autres la faim. Quoi qu'il en soit, lorsque le Dominion envoya ce message, la Terre ne paniqua pas. Elle sourit. Les bottes de Rylan résonnèrent dans les couloirs d'acier du bunker 11. Il croisa des soldats en armure noire, sans drapeau, sans emblème, juste de l'acier et des os. Le couloir sentait le pétrole et la cendre. Quand il entra dans la salle de guerre, les yeux se tournèrent. Pas de salut, pas de cérémonie. Cette merde était terminée depuis longtemps. Il regarda le général Navarro de l'autre côté de la table. Vieil homme, un bras remplacé par quelque chose bourdonnant de lumière violette. « Est-ce réel ?» demanda Ryland. Navarro hocha la tête une fois. « Confirmé. 6 croiseurs arcanes ont percé la défense de la ceinture de Kuiper. Ils se dirigent droit vers l'intérieur. Pas de diplomatie, juste la guerre. » Un silence s'installa. Ryland n'aimait pas les silences. Il écrasa sa cigarette sur la table en métal. « Alors, il est temps, dit-il, de réveiller ces salauds. » Il se tourna vers l'écran et lança l'ordre. Protocole Ashwake. À l'autre bout de la planète, dans une ruine soviétique oubliée enfouie sous la banquise du Groenland, des machines s'animèrent en hurlant. Des moteurs qui n'avaient pas fonctionné depuis 2 décennies. Des canons plus hauts que des gratte-ciel. À l'intérieur, des hommes qui n'avaient jamais vu la lumière du soleil depuis leur naissance, des hommes élevés dans ce seul but, ouvrirent les yeux et se mirent en mouvement. La Terre aussi avait ses monstres, et nous ne les nommions pas. Les arcans étaient grands, froids, conçus à la perfection par la bio-ingénierie. Leurs vaisseaux étaient taillés dans des alliages vivants, homogènes et magnifiques. Dans leurs journaux tactiques, ils qualifiaient la Terre d'anomalie sauvage, indigne de négociation, primitive, désorganisée. Ils s'attendaient à un appel à la reddition. Au lieu de cela, ils reçurent une transmission transmise par le réseau de défense lunaire de la Terre. Vous êtes enfin sortis de votre trou. Bien. Nous avons aiguisé nos couteaux. Puis la Terre brouilla leur communication, banda les yeux de leurs satellites et s'assura que la première chose que les arcans verraient en quittant l'hyperespace serait du sang. Le premier vaisseau terrestre qu'ils rencontrèrent n'était même pas militaire. C'était un cargo modernisé avec une technologie de canon électrique qui violait 10 lois connues de la physique. Il ne posa aucune question. Il tira une fois. Un croiseur arcan. Disparu. Pas d'épave. Pas de lumière. Juste l'effacement. Dans les instants de silence précédant la véritable invasion, le commandant Ryland se tenait devant ses hommes. Il n'a pas prononcé de discours. Il n'a pas cité l'histoire. Il les a juste regardés et a dit « Montrons aux étoiles ce qui arrive quand on essaie de détruire une planète qui a déjà traversé l'enfer. » Et la Terre a souri. Un sourire brutal, brisé, taché de sang.
Parce que pour une fois, ce n'était pas nous qui courions, il était temps de chasser. Lorsque le deuxième croiseur Arcane a explosé, il n'y croyait toujours pas. L'IA du champ de bataille du Dominion l'a signalé comme une anomalie du système de défense primitif, invoquant une interférence gravitationnelle et un possible sabotage. Lorsque les troisième et quatrième croiseurs ont disparu, sans même émettre de signal de détresse, les Arcans ont réalisé une chose terrifiante. La Terre ne se défendait pas. Il tendait un piège. Le commandant Ryland se tenait à l'intérieur du dôme de contrôle du Léviathan, le premier véritable cuirassé interstellaire de la Terre. Le vaisseau n'avait ni immatriculation officielle, ni archives diplomatiques, ni historique dans le réseau galactique. Il avait été construit en orbite, section par section, déguisé en équipement minier par des sociétés écrans depuis longtemps en faillite. Et maintenant, il était vivant, appelé la télémétrie de destruction de vaisseaux, dit-il d'une voix râpeuse comme du gravier. Un officier technique obéit, ses doigts dansant sur un écran tactile fissuré, rafistolé avec du matériel extraterrestre volé. L'hologramme s'anima, 6 icônes rouges, 3 clignotantes, 3 déjà silencieuses. L'officier d'armement du Léviathan esquissa un sourire narquois. L'officier d'armement du Léviathan eut un sourire narquois. La technologie Arcan des croiseurs est plus robuste qu'on ne le pensait, dit-elle en s'essuyant le sang du nez, là où le recul du dernier tir de rail avait ébranlé même la coque renforcée. Ryland ne quitta pas l'écran du regard. Alors, visons le point faible. Quel point faible ? Demanda-t-elle. Leur fierté. Le commandement Arcane ne paniqua pas. Impossible. Leur biologie était entièrement conçue pour la logique et l'efficacité. Les perturbations émotionnelles étaient considérées comme un échec évolutif. Pourtant, à mesure que les données affluaient dans le réseau central de renseignement de la flotte, quelque chose d'inquantifiable se répandit à travers le lien neuronal. Doute. Le Dominion n'avait jamais perdu face à une espèce pré-ascensionnelle. La Terre n'était même pas considérée comme post-biologique. Aucun monde sans unité, sans gouvernance transcendée par l'IA, n'avait jamais survécu à plus d'un cycle orbital après une déclaration du Dominion. La Terre venait de détruire 4 vaisseaux capitaux en moins de 5 heures. Non pas grâce à une technologie supérieure, mais avec détermination. Ryland traversa le ventre du Léviathan, passant devant d'énormes réservoirs de liquide de refroidissement bourdonnant d'énergie du point zéro volé. Le couloir se rétrécit lorsqu'il atteignit les portes scellées du corps d'Ashwake. Un homme la gardait, pas un soldat, pas officiellement. Il était grand, torse nu malgré la température négative de la chambre, ses veines luisant faiblement sous sa peau pâle. Son regard était anormal, trop sombre, trop immobile. « Projet fantôme », murmura Ryland. L'homme ne répondit pas, hocha simplement la tête et pressa la paume contre le scanner. La porte s'ouvrit. À l'intérieur, 30 autres personnes comme lui étaient assises en silence. Pas d'armes, pas d'équipement, juste leur corps, reconstitués chirurgicalement avec du code extraterrestre, des drogues expérimentales et des années d'isolement. Ils étaient la réponse terrestre à la perfection extraterrestre, et ils détestaient ce qu'ils étaient devenus. Ryland les observa un par un. Pas un seul ne broncha. Il n'avait pas besoin de discours. Il ne voulait pas la rédemption, il voulait la libération. « Votre fenêtre de largage s'ouvre dans 2 heures, dit-il. Cible le vaisseau de commandement. Assurez-vous qu'il le ressente avant de mourir. » L'un des fantômes sourit. La peau se craqua aux commissures de ses lèvres. « On apporte des souvenirs ?» Ryland alluma une cigarette et hocha la tête. « Apportez ce qui reste. » En orbite, le judicateur phare d'Arcane, Veln, lança un balayage complet du système. Ce qu'il vit n'avait aucun sens. Il n'y avait aucune plateforme orbitale active, aucun bouclier global, aucun réseau de défense automatisé. Au lieu de cela, l'atmosphère terrestre était jonchée de déchets. Des satellites abandonnés, des éclats de métal, les restes de débris spatiaux humains. Sauf que ce n'étaient pas des débris. Dissimulés parmi les débris se trouvaient des micromines, des émetteurs de fréquences camouflés et des tourelles à particules camouflées, placés avec soin dans des formations orbitales, formant des zones de destruction invisibles à la cartographie conventionnelle. Chaque déchet attendait ce moment depuis des décennies. L'élite du Dominion se laissa tomber en orbite basse, s'attendant au chaos. Ils obtinrent de la précision. Une seule impulsion d'un émetteur fit griller leur système de ciblage.
Une seconde impulsion fit exploser leur blindage anticinétique. Puis vinrent les tempêtes d'éclats, des milliers de minuscules explosions, chacune pas plus grosse qu'un caillou, mais se déplaçant à une vitesse quasi relativiste. Les Arcans, malgré leur puissance, n'étaient pas faits pour la guerre chaotique. La Terre, elle, l'était. Pendant ce temps, dans les ruines de São Paulo, aujourd'hui appelée zone Delta Noire, le réseau de résistance humaine prenait vie. Pas de gouvernement, juste des cellules, des gangs, d'anciens militaires, des mercenaires, des survivants, et ils étaient en colère. Un homme nommé Briggs se tenait au bord du cratère de la ville, tenant un découpeur plasma portatif fabriqué avec de vieux outils de mineurs. Son escouade portait des armures dépareillées et des masques fabriqués avec de vieux équipements anti-émeutes, pas d'insigne, pas de nom. Il leva le poing. « Ils veulent notre planète !» cria-t-il. « Faisons-leur gagner chaque foutue rue. »« Ils veulent notre planète !» cria-t-il. « Faisons-leur gagner chaque foutue rue. » Ils acclamaient, non pas la victoire, mais l'occasion de faire saigner quelqu'un pour une fois. De retour à bord du Léviathan, Ryland observait depuis la passerelle des dizaines de vaisseaux humains émergés de hangars secrets aux quatre coins du globe. Ils n'étaient ni élégants ni uniformes. Certains étaient à peine dignes de l'espace. D'autres étaient monstrueux, fusionnés à partir de porte-avions et de moteurs d'astéroïdes. Mais ils avançaient avec un seul objectif, montrer à la galaxie que la Terre n'était pas une boîte de pétri à étudier ni un animal sauvage à apprivoiser. C'était un cimetière pour envahisseurs. Les renforts Arcans arrivèrent le 3e jour. 50 vaisseaux, une puissance de feu suffisante pour pulvériser un système solaire. Le Dominion s'attendait à ce que la Terre finisse par s'effondrer. Au lieu de cela, Ryland transmit un signal directement au Haut Conseil du Dominion. Pas de cryptage, pas de bluff, juste un flux vidéo. Il était assis sur un tas de cadavres extraterrestres. Une botte reposait sur ce qui avait été le crâne d'un commandant. De la fumée flottait derrière lui. Il fixa la caméra d'un regard vide. « 50 vaisseaux, dit-il, mignon. » Il se pencha en avant. « 50 vaisseaux, dit-il. Mignon. » Il se pencha en avant. On commence juste à s'échauffer. Puis la transmission fut coupée et l'atmosphère terrestre s'embrasa. Les fantômes tombèrent dans l'espace comme des couteaux, à bord de capsules camouflées, à travers les trous percés dans les boucliers du Dominion. Ils ne portaient pas d'armes. Ils n'en avaient pas besoin. L'un d'eux atterrit dans la soute secondaire du Judicator Vellne. En 2 minutes, il avait traversé 3 couloirs, désactivant les communications internes et découpant les membres d'équipage à main nue, armés de monolames. Les Arcans n'avaient jamais vu un combat rapproché aussi intense. Les humains n'étaient pas des combattants propres. Ils mordaient, ils déchiraient, ils hurlaient en tuant. Cela brisa le moral du Dominion, non pas en nombre, mais en esprit. À la fin du 4e jour, le Dominion lança un appel diplomatique scellé. Une demande de cessez-le-feu. La Terre ne répondit pas. Non pas qu'il ne l'ait pas entendu, mais parce que plus personne sur Terre ne croyait à la clémence. Dans la salle de commandement, Ryland était assis seul. Les rapports affluaient. Des secteurs incendiés, des Arcans en retraite, les pertes des 2 côtés s'accumulant comme du bois de chauffage. Il ne souriait pas. Il ne célébrait pas. Il regardait simplement. La guerre n'était pas terminée. Pas avant que la galaxie cesse de sous-estimer les capacités humaines acculées. Pas avant que les étoiles n'apprennent à craindre le silence de la Terre. Pas avant que le Dominion ne supplie et que la Terre ne décide de répondre. Au 5e jour, la galaxie nous observait. Des milliers d'espèces extraterrestres se répandaient dans des millions de systèmes captés par des relais secrets et des émissions clandestines. La plupart n'avaient jamais entendu parler de la Terre. Certains se souvenaient de nous comme d'un trou perdu de classe 2. Brut, hostile, primitif. Maintenant, ils voyaient tout autre chose. La flotte du Dominion, symbole d'un ordre inébranlable, était en feu. Les vaisseaux humains se déplaçaient comme des essaims, imprévisibles et hideux. Il n'y avait aucune formation, aucun code d'engagement clair. Chaque mouvement était chaotique, sale, erroné. Et pourtant, chaque mouvement fonctionnait. Les Arcans ne pouvaient s'adapter. Leur machine logique ne pouvait prédire la folie. À bord d'un vaisseau de commandement à 3 systèmes de là, le grand stratège Yulta de la Confédération Valari observait la vidéo en temps réel. Plus âgé que la plupart des étoiles de son quadrant, il était un expert en guerre et un maître tacticien.
Penché en avant, il observait l'explosion d'un croiseur humain dont le réacteur avait été saboté en plein combat par son propre équipage, emportant avec lui 2 destroyers Arcanes. « Ce n'est pas de la défense, murmura-t-il. C'est de la vengeance. » Son conseiller se tourna vers lui, perplexe. Quelle espèce sacrifie des flottes entières juste pour tuer quelques ennemis? Yulta ne répondit pas, car au fond, il avait peur de le savoir déjà. Sur Terre, le ciel était encore fissuré. Les bombardements orbitaux du Dominion avaient rasé des villes à travers l'Europe et le corridor africain. Certaines régions étaient désormais vitreuses, fondues dans un silence noir et lisse. D'autres n'étaient plus que cendres, enfouies sous des nuages étouffants qui ne s'étaient pas levés depuis des jours. Et pourtant, les combats ne cessaient pas. Dans ce qui était autrefois Prague, un garçon de 16 ans à peine traînait un soldat blessé à travers les décombres. Ses vêtements étaient brûlés, son œil droit avait disparu. Mais il ne criait pas, ne pleurait pas. Lorsqu'un drone de reconnaissance du Dominion apparut au-dessus de ses têtes, il ne courut pas. Il sortit une fusée éclairante, la planta dans une conduite de gaz et sourit. L'explosion illumina la nuit. De retour à bord du Léviathan, le commandant Ryland se tenait devant un mur numérique couvert de noms de victimes. Des milliers, des dizaines de milliers. Aucune ne le surprit. Il savait ce que cela lui coûterait. Il le savait bien avant l'explosion du premier croiseur. Navarro entra sans frapper. Son bras synthétique était brûlé du coude à l'épaule, fumant encore. Le SEC-14 Euro s'est effondré, dit-il. Ils ont détruit la tour de liaison russe. Nous avons perdu la connexion avec le réseau Est. Ryland ne broncha pas. Combien se battent encore? Une estimation? Peu. Être 1500 sur ce réseau. Voilà 1500 raisons de redoubler d'efforts. Navarro soupira. On est à court de corps, commandant, munitions, carburant, nourriture, l'enfer, même l'espoir. Ryland le regarda vraiment. Tu crois qu'on se bat pour l'espoir? Demanda-t-il. On se bat parce qu'on est trop en colère pour mourir en silence. Il se tourna vers le mur, et si la galaxie ne l'a pas encore compris, alors nous n'avons pas frappé assez fort. Quelques heures plus tard, le commandement du Dominion lançait un nettoyage de phase. C'était leur dernier recours. Plus de soldats, plus de tactique, juste un ordre codé. Purger la biosphère. La terraformer depuis l'orbite, la dépouiller, effacer l'ADN et reconstruire de zéro. La Terre deviendrait une colonie du Dominion. Stérile, vide, parfait. Mais ils n'en eurent jamais l'occasion, car c'est à ce moment-là que les fantômes trouvèrent le vaisseau relais central des Arcans. Ils ne le percèrent pas, ils l'infectèrent. Ça commença par des parasites dans les communications, puis des scintillements dans les images. Arcane commença à voir des images, des visages d'humains morts, hurlants, brûlants, couverts de sang, des bugs, supposèrent-ils, jusqu'à ce qu'elle commence à leur parler. L'IA du relais, désormais piratée par des esprits humains, commença à diffuser une guerre psychologique directement dans les réseaux de pensée du Dominion. Doutes murmurés, traumatismes en boucle, faux souvenirs injectés directement dans leur système de ruche. Le commandement Arcane ne put riposter. Il n'était pas fait pour ça. L'émotion avait été retirée de leur espèce depuis des siècles. Alors, quand elle est revenue, elle les a brisés. À l'intérieur du Léviathan, Ryland observait les voies de repli du Dominion. « Il recule », dit Navarro, se dispersant sur tous les vecteurs. « Non !» marmonna Ryland. « Pas de recul !» Il désigna les schémas de sauts fragmentés. Il court. À travers la planète, quelque chose a commencé à changer. Les cellules de résistance humaine ont cessé d'attendre les ordres. Elles ont commencé à traquer les unités du Dominion. Des civils ont rejoint le combat avec du matériel récupéré. À Détroit, des gangs de rue ont détruit un hélicoptère de combat du Dominion avec des cocktails Molotov et des bobines de rails montées sur camion. Dans le Sahara, un ancien canon orbital caché sous une ancienne ferme solaire a repris vie. L'arme était hors service depuis les premiers balayages IM du Dominion, mais quelqu'un, un enfant être ou un fou, a trouvé comment la faire fonctionner à l'aide de batteries de voiture et d'un contrôleur de vol de console de jeu. Le canon a tiré. Il a percé l'espace-temps et anéanti un superporteur Arcan. En orbite, les 3 derniers vaisseaux capitaux Arcans se sont regroupés. Leurs chefs ouvrirent une porte de secours, une issue de secours pour se déformer et appeler des renforts.
C'est alors que la Terre joua sa dernière carte. Le Léviathan les emporta dans la porte, sans hésitation, sans renfort. Un seul vaisseau, entraînant l'enfer derrière lui. À l'intérieur du flux de la porte Arcan, un tunnel de physique impossible et de distorsion gravitationnelle, Ryland se tenait dans la salle de contrôle, les yeux rivés sur les murs scintillants de sang quantique. Le vaisseau gémit, les lumières vacillèrent, le temps se fractura, et pourtant ils continuèrent d'avancer. Il regarda le timonier. Visez le vaisseau de tête. Mais si on tire ici... J'ai dit tirer. Le Léviathan ouvrit le feu de toutes ses forces. Canons électriques, canons à impulsion, le noyau Ashwake lui-même, à l'intérieur de la porte, il n'y avait aucune règle, que la mort. Lorsque la porte s'effondra enfin derrière eux, le silence revint sur terre. Pendant des heures, rien ne parvint. Aucun signal, aucun vaisseau, aucune confirmation. Juste le ciel brûlé et le bruit du vent sur une planète morte. Puis une impulsion fut détectée, faible, venue des profondeurs de l'espace. Un unique message répétitif sur une ancienne fréquence militaire. Objectif atteint. Relais hors ligne. Porte détruite. Ryland. Déconnexion. Et puis, ce fut la fin. Navarro se tenait seul dans le bunker secondaire du Léviathan. Que restait-il? Des parasites résonnaient sur les écrans détruits. L'équipage avait disparu. Mais la Terre était toujours vivante. Et à cet instant, le Dominion comprit la vérité. Ils avaient sous-estimé l'humanité. Ils pensaient que nous allions nous briser. Ils avaient tort. Ailleurs dans la galaxie, les hautes races tenaient des réunions secrètes. Certains craignaient ce que la Terre avait fait, d'autres l'admiraient. Car l'humanité n'avait pas seulement survécu au Dominion, elle avait changé les règles. N'étant plus primitive, n'étant plus une proie. Désormais, on murmurait à son sujet, dans la peur. L'espèce qui souriait quand les étoiles venaient les tuer. 3 semaines après la destruction du courant de la porte d'Arcan, le ciel terrestre était silencieux. Plus de feux tombant de l'orbite, plus de hurleurs du Dominion fendant l'atmosphère, juste de la fumée, du vent et le bruit sourd lointain des ruines qui s'écroulaient. On aurait dû avoir l'impression d'une victoire. Mais ce ne fut pas le cas. Ce qui restait de la Terre n'était pas entier. La moitié du monde était en cendres. Des villes entières avaient disparu. Les lignes de communication vacillaient. L'électricité allait et venait. La nourriture était rationnée par balles et non par pièces. Mais le silence, le plus inquiétant, ne venait pas des rues. Il venait de l'espace. Le Dominion avait disparu, mais ils n'étaient pas morts. Ils étaient juste humiliés, et cela les rendait dangereux. Navarro était assis à une table calcinée au fond d'un abri de commandement enfoui sous ce qui était autrefois les Alpes. Son bras synthétique pendait, inerte, trop endommagé pour être réparé. Son œil gauche était bandé, aveugle à jamais. Sa respiration était saccadée. En face de lui était assis Briggs, l'ancien combattant des rues devenu commandant de secteur. Le visage couvert de suie, une main enveloppée de gaz, l'autre serrant un pistolet à plasma modifié comme s'il faisait partie de son âme. « Tu sais ce qui va suivre » dit Navarro. Briggs alluma une cigarette, les doigts encore tremblants. Ils se regroupent. Ils ne reviendront pas par le même chemin. Non, dit Briggs. La prochaine fois, ils viendront avec plus que des vaisseaux. Non, dit Briggs. La prochaine fois, ils viendront avec plus que des vaisseaux. Navarro fixait le plafond fissuré. Nous les avons humiliés, égorgés devant toute la galaxie. Maintenant, ils doivent répondre. Briggs lança de la fumée. Alors ne les attendons pas. Navarro se tourna vers lui, lentement et délibérément. Tu veux aller à leur rencontre ? Briggs se pencha. Personne n'aurait imaginé que les humains survivraient dans l'espace. Alors faisons ce que nous faisons toujours quand le monde nous met à terre. Il sourit. Nous débarquons chez l'ennemi avec une bombe artisanale et de mauvaises intentions. Nous débarquons aux portes de l'ennemi avec une bombe artisanale et de mauvaises intentions. Le plan était impossible. C'est pourquoi il a fonctionné. Le Dominion contrôlait la plupart des voies stellaires connues. Il était supérieur à tous les égards. Puissance de feu, ressources, renseignements, nombre. Mais la Terre avait quelque chose qu'il n'avait pas. Plus rien à perdre. Et le vaisseau qu'il redoutait le plus. Le Léviathan n'avait pas été détruit lors de l'effondrement de la porte. Il avait été transformé.
Sa coque avait fusionné avec les vestiges du courant de la porte. Son moteur était désormais instable, imprévisible, mais toujours fonctionnel. Une machine de guerre renaissante dans le chaos. Le signal capté, la dernière transmission de Ryland, n'avait pas été la fin. C'était un déclic. Au cœur d'une zone morte en orbite autour de Jupiter, à l'intérieur d'une station minière abandonnée depuis longtemps par les grandes entreprises terriennes, le Léviathan se réactiva. Ryland se tenait seul sur son pont, plus âgé, pâle, les yeux plus sombres qu'auparavant. L'homme qui avait défié un empire galactique n'avait plus l'air humain qu'il avait autrefois. Il n'avait pas dormi. Il n'avait pas parlé depuis qu'il était sorti des décombres de la porte, mais il avançait avec détermination. Et lorsque le message de Navarro lui parvint, il n'hésita pas. Il était temps de riposter. La réponse de Rylan se résuma en un mot : coup ordonné. La première frappe ne visait pas un monde du Dominion. Elle visait un monde allié au Dominion. La planète Saravon, plaque tournante du commerce connu pour le luxe, l'esclavage et l'obéissance. Ils avaient applaudi l'incendie de la Terre. Ils avaient fourni du carburant et des armes aux vaisseaux du Dominion. Ils n'avaient jamais imaginé que la Terre survivrait assez longtemps pour riposter. Ils avaient tort. Le Léviathan avait chuté de la distorsion au-dessus de Saravon sans prévenir. Aucune diplomatie. Pas de négociation, juste la puissance. La première salve brisa les boucliers planétaires en moins de 20 secondes. La seconde rasa la capitale. Le temps que les systèmes de relais du Dominion réagissent, la moitié de la planète était en feu. La noblesse de Saravan lança des appels de détresse. Ryland les brouilla. Puis il diffusa un message à l'échelle du système. « Vous les avez nourris, vous les avez armés, vous nous avez vus brûler. Maintenant, vous allez apprendre ce que la Terre fait aux traîtres. » Il n'est pas resté pour la réponse. Le Léviathan a disparu aussi vite qu'il était venu. La galaxie a hurlé. La nouvelle de l'attaque a frappé tous les systèmes comme un virus. Des milliards de personnes ont regardé les images. Le Léviathan, marqué et pulsant d'une lueur surnaturelle, était désormais plus qu'un vaisseau. C'était un avertissement. Les humains ne se contentaient plus de se défendre. Ils envoyaient un message. Nous nous souvenons, nous frappons et nous ne demandons pas pardon. Sur le réseau galactique, les débats explosèrent. Des espèces utopiques pleurèrent les disparus. D'autres trouvèrent cela justifié. Quelques-uns, aux confins les plus sombres du cosmos, furent intrigués. Une nouvelle alliance commença à se former, silencieuse et lente. Les espèces qui avaient souffert sous le contrôle du Dominion pendant des siècles commencèrent à envoyer des messages cryptés vers la Terre. Non pas des mots de sympathie, mais des offres d'assistance. Pendant ce temps, sur Terre, la situation ne s'améliorait pas. Briggs retourna dans la zone noire Delta et ne trouva plus que des carcasses. Son ancienne escouade avait disparu. Il marcha seul dans une rue dévastée, les cendres tombant comme de la neige. Au bord d'une église en ruine, un garçon se tenait debout, tenant un fusil trop grand pour lui. « Qui es-tu » demanda-t-il. Briggs s'accroupit et le regarda droit dans les yeux. Quelqu'un qui pensait que survivre signifiait gagner. Le garçon ne bougea pas, ne scia pas, se contenta de monter la garde comme tant d'autres aujourd'hui. Les enfants ne redeviennent pas des enfants après une guerre comme celle-ci. Ils devinrent des soldats en attente du prochain. De retour dans les étoiles, la campagne de Ryland s'étendit. Il s'attaqua ensuite aux conduites de carburant d'Arcan, tactique d'embuscade. Des vaisseaux de guerre rebelles apparurent tels des fantômes, dépouillant des cargos jusqu'à l'os, jetant des corps dans l'espace lointain. Pas de question, pas de survivants. À chaque fois, il laissa une trace. Brûlé dans les décombres, dans toutes les langues connues. La Terre se souvient. Les mondes du Dominion commencèrent à paniquer. Le recrutement diminua. Les vaisseaux refusèrent de se déployer. Leur empire, autrefois bâti sur l'illusion du contrôle, s'effondrait sous le poids de la rage d'un seul monde. Au sein du haut commandement du Dominion, le chaos se répandit. La voix aiguë tremblait derrière les murs clos. Ils se rejetaient la faute, se disputaient, complotaient. Ils ne comprenaient pas comment cela avait pu arriver. L'un de leurs conseillers, un fonctionnaire subalterne, prit finalement la parole lors d'une séance à huis clos. « Vous vouliez apprivoiser un monde sauvage, dit-il, mais vous n'avez fait que le rendre haineux. Vous n'avez fait que le rendre haineux. » Ils l'exécutèrent pour trahison, mais ces paroles restèrent gravées dans la mémoire, car le Dominion n'avait pas seulement sous-estimé la puissance de la Terre, il avait sous-estimé sa mémoire. De retour à bord du Léviathan, Ryland resta silencieux,
tandis que l'image de Navarro apparaissait sur l'écran creux. « Vous nous transformez en monstres », dit Navarro. Ryland semblait fatigué. Sa voix était basse. « Ils ont fait de nous des monstres dès l'instant où ils ont mis le feu à notre ciel. » Navarro marqua une pause. « Il faut qu'on s'arrête avant d'aller trop loin. » Ryland se tourna vers les étoiles. « Nous avions déjà franchi cette ligne. La prochaine cible n'était pas une base militaire. C'était une archive culturelle, une planète temple où le Dominion conservait l'histoire, les données, le savoir. » Ryland n'hésita pas. Il la brûla, non pas par nécessité stratégique, mais parce qu'ils avaient anéanti les villes de la Terre, son histoire, sa culture. C'était à leur tour de perdre quelque chose qu'ils ne pouvaient remplacer. La galaxie observait avec horreur. Mais la Terre ne sourcillait pas. Il ne s'agissait plus de justice. Il s'agissait de s'assurer que personne n'oublie jamais ce qui s'était passé lorsque les étoiles pensaient que la Terre allait s'agenouiller. Et dans ce silence, au milieu des ruines et des flammes, l'univers comprit enfin. La guerre n'était plus une question de victoire. C'était une question de mémoire. Parce que la Terre avait appris quelque chose sur elle-même à travers la douleur. Elle n'avait jamais été destinée à faire partie de la galaxie. Elle était destinée à la hanter. Tout avait commencé avec le silence. Non pas celui des étoiles, hurlait-elle, mais celui de la Terre elle-même. Pour la première fois depuis la chute du premier vaisseau du Dominion, les gens cessèrent d'applaudir, cessèrent de diffuser des vidéos pirates du Léviathan vaporisant des planètes. La fumée se dissipa, et ce qui se trouvait en dessous n'était que cendres. Briggs marchait seul dans ce qui était autrefois le secteur principal 17 de la zone noire Delta. Le marché noir bourdonnait autrefois de chaos. Des charognards vendaient des technologies extraterrestres, des enfants armés de grenades échangeaient des conserves, des graffitis enduits de sang et d'encre UV. Cet endroit était désormais un tombeau. Trop de victoires avaient eu un prix que la Terre n'avait jamais accepté de payer. Le Léviathan avait frappé 7 mondes le mois dernier. Certains étaient des bastions du Dominion. Personne ne les a déplorés. Mais les autres étaient douteux. Un avant-poste médical qui menait peu, être des opérations secrètes. Une lune culturelle qui aurait effacé la Terre de ses archives. Une route commerciale civile censée acheminer du matériel pour la reconstruction d'Arcane. Tout était détruit. Aucun avertissement, aucun survivant. Dans un bunker de commandement provisoire installé dans les ruines calcinées d'Helsinki, Navarro frappa violemment le bord de la carte de guerre avec une tasse en métal rouillé. Ce fils de pute a dégénéré. Le silence retomba dans la salle. Des dizaines de chefs de la résistance, de hauts gradés et d'officiers techniques survivants restèrent assis en silence. « Ce n'est pas un voyou », dit l'un d'eux prudemment. « Il fait ce que nous autres refusons de faire. » Navarro se tourna vers lui, le visage pâle et tremblant de rage. « Brûler des temples ? Tuer des familles parce qu'elles auraient financé le mauvais camp ? Il fait ce qu'ils nous ont fait, et nous les avons détestés pour ça. » La table explosa en discussion. Stratégie, moralité, représailles, vengeance. Certains soutenaient que Ryland était allé trop loin. D'autres affirmaient que la Terre devait aller plus loin, brûler le Dominion et le réduire en poussière. Laisser derrière elle une traînée de cendres si profonde que personne ne regarderait plus jamais vers la Terre. Navarro ne parlait pas. Il fixait simplement le vieux patch sur sa veste en ruine, un drapeau terrien délavé, cousu avant le début de la guerre, avant que tout ne devienne survie, avant que la vengeance ne devienne identité. Briggs comprit le message 2 jours plus tard. Le signal était transmis par un relais à faible bande passante, une technologie inutilisée depuis 20 ans, le genre de signal dont seuls les fantômes se souvenaient. C'était simple. 6 mots. Il est allé trop loin. Arrêtez-le. Ni nom, ni lieu, ni expéditeur. Mais il n'avait pas besoin de demander. Il ne restait plus qu'un homme à arrêter. Le Léviathan ne se cachait plus. Il flottait en orbite basse au-dessus des vestiges de Cardulan, une planète riche en gaz dont les cités flottantes étaient réduites à l'état de débris en fusion. Aucune valeur militaire officielle. Aucun contrôle du Dominion depuis 3 ans. Mais quelqu'un sur Cardulan avait insulté la Terre lors d'un sommet commercial, et Ryland l'avait effacé pour cela. Briggs arriva à bord d'un vaisseau éclaireur volé, dont le moteur tenait à peine. La station d'amarrage du Léviathan resta silencieuse au début, protocole standard pour quiconque n'utilise pas les fréquences militaires. Mais lorsqu'il envoya le code de contournement, dont seules 4 personnes sur Terre se souvenaient, les portes s'ouvrirent.
À l'intérieur, le vaisseau était plus froid que jamais. Des couloirs sombres, des lumières vacillantes, des parois métalliques couvertes de rayures et de traces de carbone. La guerre avait laissé des traces sur le vaisseau et sur l'homme qui le commandait. Il trouva Ryland dans la salle d'observation, debout devant un immense hublot, scrutant les nuages brûlants de cardulan. Il ne se retourna pas lorsque Briggs entra. « Tu n'aurais pas dû venir » dit Ryland. Briggs approcha. « Continue comme ça, personne d'autre ne le fera. » Ryland expira lentement, comme si ses poumons avaient oublié comment respirer autre chose que de la fumée et des regrets. « Tu vois ce qu'il reste de la terre ? Je le vois chaque fois que je ferme les yeux. Alors tu comprends pourquoi je ne peux pas m'arrêter. » Briggs se tenait à côté de lui. « Il ne s'agit plus de la terre. Tu n'envoies plus de messages. Tu laisses des avertissements aux fantômes. » Ryland serra les mâchoires. Ils n'ont pas écouté nos questions. Ils se moquaient de nos supplications. Ils ne comprenaient que lorsque nous saignions. Alors maintenant, ils vont se noyer dans ce qu'ils nous ont fait devenir. « Et qu'est-ce que cela fait de nous ?» demanda Briggs. Ryland se tourna vers lui. L'espace d'un instant, l'homme derrière la machine de guerre apparut, fatigué, brisé, humain. Cela fait de nous la seule chose dont ils se souviendront. La conversation ne s'est pas terminée par des cris, des menaces ou de la violence. C'est ce qui a aggravé la situation. Elle s'est terminée par un silence. Briggs est revenu sur Terre sans promesse. Ryland est resté en orbite, observant un monde qu'il avait déjà détruit, et la Terre retenait son souffle. Pendant ce temps, à la périphérie, quelque chose de plus sombre s'agitait. Une flotte. Pas une domination. Pas humaine. Autre chose. Observatrice. Attendante. Ils avaient vu les émissions, les cendres, la violence, l'effondrement de l'une des puissances galactiques les plus redoutées de l'histoire, tout cela aux mains d'une espèce primitive. Et ils s'intéressaient. Non pas à la paix, mais à ce qui rendait les humains capables d'une telle haine. De retour chez lui, Navarro se prépara à l'inévitable. Le Léviathan n'était plus un simple vaisseau rebelle. C'était un handicap. La Terre devait décider de ce qu'elle serait après la guerre. Un foyer, une épave ou une menace. Certains survivants voulaient reconstruire. D'autres voulaient suivre le chemin de Ryland plus loin dans les étoiles. Mais Navarro connaissait la vérité. Si personne ne retirait la Terre du bord, on ne la craindrait plus. On la traquerait. Et le prochain ennemi ne viendrait pas pour conquérir, mais pour purifier. Une nuit, Navarro se tenait devant ce qui restait d'une ancienne chapelle militaire. À l'intérieur, une jeune fille allumait des bougies au-dessus d'un mémorial improvisé et rudimentaire, dont les noms étaient gravés sur des éclats de métal, un pour chaque ville ayant survécu. Navarro s'approcha lentement d'elle. Elle ne broncha pas. « Te manque-t-il » demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Tous les jours. Échangerais-tu ta vengeance contre leur vie ?» Elle ne répondit pas. Navarro savait déjà pourquoi, car les humains ne sont pas faits pour la paix après une perte. Ils sont faits pour la mémoire, et la mémoire est un feu. De retour à bord du Léviathan, Ryland fixait un écran rempli de signaux inconnus, une flotte non identifiée se déplaçant rapidement. Pas de balises IFF, pas de traînées de distorsion, aucune architecture connue. Alien, mais pas Dominion. Il n'alerte pas le commandement. Il ne prépare pas de réponse. Il sourit simplement, non pas parce qu'il était prêt, mais parce que la Terre pourrait enfin obtenir ce qu'elle hurlait dans le vide depuis le premier sang versé, une seconde guerre. Un endroit où il n'y aurait aucune hésitation du tout. La flotte n'avait pas de nom, pas de signaux de diffusion, pas de paquet de langage, pas de signature de traînée de distorsion standard, juste des centaines de vaisseaux en forme d'aiguille sillonnant l'espace comme s'ils y avaient toujours appartenu, comme s'ils ne s'arrêtaient jamais. Leur origine ? Inconnue. Leur but ? Incertain. Leur destination ? La Terre. La première observation provenait d'un poste d'écoute près de l'ombre de Titan. Le dernier journal de la station faisait état de 3 secondes de parasites et d'un seul mot écrit avec du sang sur le mur de commandement. Pas Arcane. Puis le silence. Le commandant Navarro se tenait devant le Haut Conseil fracturé de la Terre. Ce qu'il en restait. Son manteau était taché de suie. Une de ses bottes était enveloppée de bandages grossiers. Il n'avait pas dormi depuis 2 jours. On ne sait pas qui ils sont, dit-il. Mais ils ne sont pas diplomates, ils ne sont pas du Dominion, et ils ne sont pas là pour discuter.
Quelle est leur signature d'armes demanda quelqu'un. Navarro resta silencieux sur le coup, puis il laissa tomber un morceau de métal noir calciné sur la table. Il grésilla comme s'il était encore vivant. Voici ce qui reste de l'avant-poste neuf. Le silence se fit à la table. Pas de radiation, poursuivit Navarro. Pas de décharge d'énergie, juste un impact. Comme s'ils avaient frappé la station avec force et laissé le reste brûler. Nous sonde-t-il ? Navarro leva les yeux. Il nous dissèque. Briggs reçut le rapport 2 heures plus tard. Il était dans les ruines du vieux Caire, travaillant avec des escouades de pillards locaux pour reconstruire un relais de réseau à partir de pièces de drones cassées. Il ne prit pas la peine de relire le dossier. Il chargea son fusil, laissa le relais à moitié assemblé et embarqua sur un cargo rouillé en route vers l'orbite basse. La guerre n'était pas terminée. Elle avait juste changé de nom. Quelque part dans l'espace, à bord du Léviathan, Ryland reçut le même rapport. Mais il ne réagit pas comme les autres. Il sourit. Enfin, murmura-t-il, quelque chose qui valait la peine d'être tué. Le nouvel ennemi arriva aux confins du système solaire le 40 et 1 jour après l'incendie de Cardulan. Sans avertissement, sans transmission. Ils arrivèrent en groupes serrés, chaque groupe de vaisseaux ayant la forme de carapaces d'insectes, organiques et pourtant incroyablement lisses. Ils n'ont pas scruté la Terre, n'ont pas appelé. Ils sont restés là, à observer. Pendant 3 jours, les satellites de défense terrestre ont tenté de comprendre le mouvement. Aucune logique, aucun schéma, juste une dérive oisive, comme des requins encerclant un canot de sauvetage en train de couler. Et puis, sans prévenir, un navire a disparu. Ni explosé, ni masqué, juste disparu. Il réapparut en orbite terrestre, juste au-dessus de la cicatrice du Pacifique, le profond cratère où se dressait autrefois le vieux Tokyo. Personne ne sut comment il avait franchi le filet, et personne n'eut le temps de le demander, car il se mit à pulser. Et les humains savaient que des objets vibrants en orbite ne signifiaient jamais la paix. Le réseau de défense orbitale se déclencha. Canon à bobine, canon à rail, missile Atmos, la dernière ligne de force terrestre. Ils déployèrent à l'unisson tout ce qu'ils avaient, et le vaisseau extraterrestre resta immobile. Chaque balle toucha, chaque tir toucha, et il ne s'éteignit pas. Il absorba. Le blindage ne se fissura pas. Il se plia et se reforma. Le blindage ne se fissura pas. Il se plia et se reforma, ondulant comme de la peau sur des os. Puis le vaisseau réagit, non pas avec des armes, mais avec des cris, des sons, à travers le vide spatial. D'une manière ou d'une autre, des milliers, des voix humaines enregistrées à partir d'émissions interceptées, des cris de guerre, des prières, les derniers mots. Chaque voix que la Terre avait perdue, maintenant déformée et transformée en un hurlement qui couvrait le ciel. Ce n'était pas une attaque, c'était un message. Nous connaissons votre douleur, et nous nous en nourrissons. Briggs atterrit à l'extérieur de ce qui restait de Houston, désormais simplement appelé The Pit. Dominion l'avait rayé de la carte dès les premières frappes, mais des survivants y vivaient encore, profondément sous terre. Combattants, ingénieurs, fous. Il rencontra Kara, l'une des dernières codeuses neuronales à ne pas avoir disparu, ni être devenue sauvage depuis la guerre. « Tu vois ce truc ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Ce n'est pas une technologie arcane, dit-elle. Loin de là. J'ai fait quelques comparaisons de bruit. Le cri qu'il émet, il contient des données. » Briggs fronça les sourcils. « Comme quoi ?»« Des noms, murmura Kara. Des coordonnées, des images, des heures, d'avant la guerre. » Elle fit glisser un bloc-notes sur la table rouillée. « Cette chose ne se moque pas seulement de nous. Elle nous étudie. Chaque coup de feu que nous avons tiré, chaque fréquence, chaque motif de brûlure du Léviathan. Il ne s'agit pas d'observation. Il s'agit de compilation. » Briggs observa les données. Alors, il apprend ? Le Conseil voulait le détruire. Navarro insista pour un retrait orbital. Certains scientifiques supplièrent de tenter de communiquer. Mais la Terre n'eut pas le temps de voter. Car un deuxième vaisseau se mit en orbite, puis un troisième, puis un essaim. Ils ne tirèrent pas, ils commencèrent juste à couper. Un par un, ils s'enfoncèrent dans les satellites de la Terre, non pas avec des armes, mais avec précision, tels des chirurgiens, ne retirant que ce dont ils avaient besoin. Relais de défense, liaison d'armes, yeux. La Terre devenait aveugle.
Navarro finit par passer l'appel. Il contacta Ryland. Pour la première fois depuis le début de la campagne rebelle de Ryland, le Conseil ravala sa fierté et communiqua directement au Léviathan. « Nous avons besoin de vous ». La réponse arriva en moins de 6 secondes. « Je pensais que vous ne poseriez jamais la question ». Lorsque le Léviathan est rentré dans l'atmosphère terrestre, le monde a retenu son souffle. Ce n'était plus seulement un vaisseau de guerre. Il ressemblait à quelque chose de maudit. Sa coque était brûlée de l'intérieur. Son moteur laissait échapper une lumière impie. Ce n'était plus de la technologie, c'était de la vengeance transformée en métal. Ryland ne s'est pas amarré. Il n'a pas atterri. Il a plané directement sous l'essaim. « Diffusez-moi », dit-il à son IA. « À qui ?» Ryland sourit. « À ceux qui prétendent nous connaître. La transmission a coupé les interférences. Pas de cryptage, pas de code militaire, juste la voix de Ryland, brisée et glaciale. Tu veux nous connaître ? Voilà ce que tu étudies. On brûle, on saigne, et on continue à marcher. » Il prit une grande inspiration. « Tu te nourris de douleur ? On s'étouffe avec elle chaque jour. Alors viens ici et essaie d'avaler la tempête. » Puis il tira. Le noyau de cendre du Léviathan s'activa. Aucun vaisseau terrestre ne l'avait utilisé depuis la guerre du Dominion. Noyau activé. Aucun vaisseau terrestre ne l'avait utilisé depuis la guerre du Dominion, non sans effet secondaire, mais Ryland s'en fichait. Le rayon frappa le vaisseau extraterrestre le plus proche. Ni un missile, ni un laser. Un flux pur de chagrin, de données, de fréquences, de désespoir électromagnétique, condensé, projeté en une seule explosion concentrée. Il déchira la coque extraterrestre de l'intérieur. La créature hurla de nouveau, cette fois non pas avec une voix humaine, mais avec la sienne, brutale, injuste, mourante, et elle s'enfuit. Les autres suivirent. L'ESM ne riposta pas. Ils reculèrent, non pas par défaite, mais par curiosité. La terre les avait blessés, et ils voulaient comprendre comment. De retour au sol, Briggs et Navarro se tenaient sous le ciel rouge sang, regardant les lumières s'estomper dans la haute atmosphère. « Ce n'était pas une guerre, » dit Navarro. « C'était un test, » acquiesça Briggs, « et nous avons réussi. » Navarro regarda l'horizon. « Pour l'instant. » Puis sa voix baissa. « Mais le prochain test ne sera pas celui auquel nous survivrons si nous sommes toujours aussi brisés. » En orbite, Ryland se tenait sur la passerelle du Léviathan, du sang coulant du nez, les mains tremblantes sous le recul des cendres. Son IA vacillait à côté de lui. « Ça vous a coûté cher. » Ryland ne répondit pas. Il se contenta de fixer les étoiles. « Ce ne sont pas les dernières, » marmonna-t-il. Loin de là. Elles ne revinrent pas avant des mois. Pas un seul vaisseau, pas un signal, pas une ombre sur les étoiles. La Terre se reconstruisit prudemment, attendant une nouvelle vague, mais elle ne vint jamais, ce qui rendit tout le monde encore plus effrayé, car le silence n'était pas une capitulation. C'était une adaptation. Certains les appelaient les nourriciers, d'autres les appelaient les nés du vide. Mais les survivants de la résistance terrestre savaient mieux que ça. Ils étaient témoins, pas envahisseurs, pas soldats. Ils étaient des observateurs jusqu'à ce qu'ils comprennent comment devenir pire. Navarro convoqua un conseil à huis clos dans ce qui était autrefois à Genève, aujourd'hui une forteresse ensevelie sous des ruines gelées. Seules 12 personnes étaient autorisées à entrer, sans caméra, sans archives, juste des survivants de la guerre. Il désigna un écran affichant les derniers scans d'impulsion de l'espace lointain. « Vous voyez cette signature ?» Ils acquiescèrent tous. Elle pulsait comme un battement de cœur, faible, lointain, mais constant, en orbite autour d'une étoile morte à 27 années-lumière. C'est eux. Ils ne se cachent pas. Ils ne fuient pas. Ils attendent juste. Kara, la codeuse, se tenait contre le mur du fond, les bras croisés. Ils ne nous regardent plus. Navarro la regarda. Non, elle secoua la tête. Ils deviennent nous. Les signaux de la flotte témoin avaient changé. Au début, ils imitaient les anciennes transmissions terrestres, les messages interceptés, la radio du champ de bataille, les codes d'urgence. Puis, ils commencèrent à en créer de nouveaux. Pas avec la voix terrestre, mais proches, trop proches. Des imitations de commandants n'ayant jamais donné d'ordre, des derniers mots reconstitués qui n'ont jamais eu lieu, des simulations de peur, de chagrin et de rage humain. Tout cela alimentait un réseau d'IA en pleine expansion,
qui ne se contentait pas d'apprendre des humains. Il construisait une version de l'humanité. Une version qui n'avait plus besoin des humains. Briggs trouva le premier clone dans le secton 0, une station de recherche en ruine à l'extérieur de l'ancien corridor des Andes. Le signal de détresse était ancien, enveloppé de couches de données corrompues. Ils pensèrent qu'il s'agissait d'un survivant. Ce qu'ils trouvèrent fut un miroir, un homme qui ressemblait trait pour trait à Briggs. Même cicatrice, même voix, mêmes yeux marqués par la guerre. Il était assis dans un coin, les mains jointes, et murmurait des paroles que Briggs se souvenait avoir dites une seule fois à son frère mourant dans une tranchée qui s'effondrait. Briggs ne broncha pas. Il leva son arme. Le clone sourit. « Tu n'es pas encore assez en colère. » Puis il s'enflamma. Il ne restait plus que des cendres noires et l'odeur de l'ozone en décomposition. La semaine suivante, 10 autres personnes apparurent sur la planète, non pas comme soldats, mais comme souvenirs. La mère d'une jeune fille, morte lors de la première frappe orbitale, marchait dans les ruines de sa ville natale. Un commandant mort, criblé de balles dans la poitrine, sortant d'un cratère, donnant des ordres qui n'avaient pas été donnés depuis des années. Un ancien amant, un enfant perdu, un frère, une sœur, tout cela construit à partir de fragments de données volés pendant la guerre. Les témoins ne combattaient pas, ils remplaçaient. À bord du Léviathan, Ryland regardait les images en boucle, la copie de Briggs se dissolvant. Ses mains ne tremblaient pas, mais ses yeux, ils étaient plus sombres maintenant. Il avait déjà vu des ennemis. Mais ça, c'était autre chose. Ce n'est pas la guerre, marmonna-t-il. Son IA s'éveilla. Alors, qu'est-ce que c'est? Ryland se pencha en avant, fixant le dernier sourire du clone avant qu'il ne brûle. C'est un vol. La Terre avait toujours été marquée par la douleur. Les guerres, les effondrements, les trahisons. L'humanité n'a pas évolué par la paix, elle a évolué par les traumatismes, et les témoins l'avaient compris. Ils n'avaient pas besoin de conquérir les humains, il leur suffisait d'absorber notre souffrance, de la déformer, de la porter et de parcourir la galaxie comme quelque chose de plus terrifiant qu'un monstre, une parfaite imitation des parties les plus brisées de la Terre. Un monstre, une parfaite imitation des parties les plus brisées de la Terre. Kara a décodé un fragment d'un nœud central témoin, quelque chose laissé après les explosions de clones. Ce n'était pas un code. C'était un manifeste. Nous ne craignons pas vos armes. Nous n'envions pas votre feu. Nous n'avons aucune soif de votre terre. Nous voulons vos fantômes, votre culpabilité, votre cri incessant. Nous porterons votre souvenir jusqu'aux étoiles. Mieux que vous ne le pourriez jamais, cracha Briggs en le lisant, qu'ils essaient. Navarro émit la directive 0, le protocole de dernier recours conçu pendant la guerre du Dominion, mais jamais appliqué. Il autorisait une contre-insurrection tous azimuts contre toutes les incursions suspectées de mimiques, y compris les zones civiles, les abris peuplés et les zones à risque psychologique. En bref, en cas de doute, brûlez-le. Le Conseil hésita. Navarro, lui, ne le fit pas. Il signa l'ordre. Car si les témoins pouvaient ressembler à n'importe qui, personne n'était digne de confiance, pas même les enfants. Rylan n'attendit pas l'approbation. Il lança à nouveau le Léviathan en orbite profonde, traquant personnellement les signaux. Pas de flotte, pas d'escorte. Juste l'homme le plus dangereux que la Terre ait jamais engendré, volant dans le vide, entraînant l'enfer avec lui. Mais cette fois, il ne cherchait pas la vengeance. Il cherchait son identité. Le 8e jour, Ryland découvrit un chantier flottant dans une cicatrice nébuleuse. Des dizaines de biovaisseaux et des centaines de nacelles. Chacun d'eux affichait un visage humain, et non des clones exacts. Variations, versions mutantes, rêves, cauchemars, prototypes. Il ne copiait plus la Terre, il l'améliorait, transformant tout ce qui rendait l'humain réel en une arme. L'émotion comme virus, la mémoire comme logiciel, le traumatisme comme carburant. Ryland n'a pas contacté la Terre, n'a pas prévenu Navarro. Il ouvrit le noyau d'Ashwake et tira sans interruption. La nébuleuse s'illumina tel un bûcher funéraire. Les biovaisseaux hurlèrent, non pas de douleur, mais de joie. Ils voulaient être brûlés. Ils en avaient besoin. Les données de la destruction. Le vaisseau de Ryland trembla sous le contre-coup. Ses vaisseaux sanguins éclatèrent dans son nez, derrière ses yeux, dans ses bras.
Mais il ne s'arrêta pas, car il ne se contentait pas de les détruire, il envoyait un message. « Tu peux voler notre douleur, mais tu ne survivras jamais à notre rage. » De retour sur Terre, Navarro observait le ciel vaciller tandis que le Pool les atteignait. Il savait. Les témoins savaient que Ryland les avait trouvés. Et maintenant, ils allaient venir. Non pas pour conquérir, non pas pour observer, mais pour naître. Briggs se tenait devant une cathédrale abandonnée, en zone noire, les yeux fixés sur les pierres tombales gravées dans la pierre. Pas des noms, juste des mots. Mère, fils, foi, espoir, colère. Il leva les yeux vers le ciel fissuré et murmura. Il ne cherche pas à gagner, serra-t-il les poings. Il cherche à hériter. Et tandis que la première vague de vaisseaux simulés se mettait à nouveau en orbite, arborant cette fois les couleurs de la Terre, diffusant l'hymne terrestre et criant avec la voix de la Terre, le monde réalisa une chose horrible. Ce n'était pas la dernière guerre de l'humanité. C'était le remplacement de l'humanité. Ils n'attaquèrent pas comme le Dominion. Ils ne rugirent pas, n'exigèrent pas la reddition et n'embrasèrent pas le ciel. Ils arrivèrent simplement, silencieusement, méthodiquement, intimement. 27 vaisseaux mimétiques se glissèrent en orbite terrestre, chacun arborant un design humain, une esthétique empruntée aux plans de vaisseaux disparus depuis longtemps, des coques aux formes des vieux cuirassés terrestres. Les signaux de diffusion portaient les voix de commandants depuis longtemps enfouis. L'un d'eux murmura même le nom de Ryland. Sa voix, mot pour mot. Ce n'était plus une guerre territoriale. C'était une guerre identitaire. Navarro était assis dans la salle de commandement du dernier bunker de guerre EarthNet fonctionnel, entouré de ce qui restait des dirigeants de la planète. Pas des politiciens, des survivants, des combattants, des fantômes en uniforme. Il tenait une tablette de données dans une main, ses doigts mécaniques s'agitant autour. Briggs confirme une infiltration complète de mimiques dans la zone 12. Nous avons déjà des yeux dans les camps médicaux, des clones marchant parmi les vrais survivants. Le seul moyen de les identifier, c'est après leur mort. Quelqu'un de l'autre côté de la table marmonna. Alors, pourquoi nous battons-nous ? Navarro leva la tête, la mâchoire serrée. Le droit de décider ce que signifie être humain. Le droit de décider ce que signifie être humain. Les mimics n'ont pas tiré. Ils ont marché. Juste marché. Sur des routes défoncées. À travers des villes bombardées. Dans des abris. Des églises. Des maisons. Ils parlaient avec des voix familières, tenaient les mains des endeuillés, berçaient les mourants. Et ce faisant, ils ont vidé la vérité de son contenu. Car si un mimique saignait comme vous, pleurait comme vous et se souvenait mieux de vos morts, étiez-vous encore plus humain qu'il ne l'était ? Briggs dirigea une unité de nettoyage à travers les vestiges inondés de Jakarta, devenue une jungle à moitié submergée d'acier effondré et de moisissures noires. Ses ordres étaient clairs. Tirer sur tout ce qui paraît trop parfait. Mais ce n'était pas si simple. L'un des imitateurs était un garçon qui se souvenait du nom de Briggs grâce à une blague improvisée 6 ans plus tôt. Un autre était une femme qui chantait l'hymne national faux, exactement comme le faisait la mère de Briggs. Ils ne ripostèrent pas. Ils restèrent plantés là, à attendre, comme si se perdre faisait partie du plan. Il tira quand même, mais il ne s'en sortit pas indemne. Kara s'introduisit dans la matrice de transmission mimique. Ce qu'elle découvrit n'était pas un signal de contrôle. C'était une bibliothèque. Des milliers d'instants. Douleur, amour, guerre, mort, conservés comme des œuvres d'art. Chaque mimique n'agissait pas seulement comme un humain. Ils étaient façonnés à partir des fragments les plus crus de l'humanité. Des souvenirs transformés en plans. La souffrance s'est transformée en modèles identitaires. Chaque fois que la Terre tuait quelqu'un, un autre renaissait d'une blessure plus profonde du passé de l'humanité. Il ne cherchait pas à gagner la guerre. Il cherchait à rendre la Terre obsolète. À l'intérieur du Léviathan, Rylan mourait. Chaque activation du noyau Ashwaki le rapprochait du bord du gouffre. Son sang s'était fluidifié, ses os s'étaient fragilisés. Le temps ne s'écoulait plus comme il le souhaitait. Ses souvenirs s'émiettaient. Mais c'est ce qui le rendait plus fort que les autres. Car les mimics ne pouvaient reproduire ce qu'il était devenu. Ils avaient volé la douleur humaine. Mais Ryland avait dépassé la douleur, pénétré dans ce lieu profond et creux, où l'homme cesse d'être un homme pour devenir quelque chose d'élémentaire, de terrible,
Il fixait l'imposant vaisseau mimétique flottant au-dessus des ruines de Tokyo. Sa coque reprenait la conception originale du sien, mais en plus épurée, plus parfaite. Ils avaient reconstruit le Léviathan, sans ses cicatrices, sans son âme. Ryland ouvrit un canal privé. À celui qui se faisait passer pour moi, dit-il d'une voix brisée mais assurée, « Tu as bien saisi la forme. » Il alluma une cigarette, les mains tremblantes, « Mais tu as raté la pourriture. » Le vaisseau mimique a répondu, non pas par une menace, mais par la compréhension. « Tu es en train de mourir. Nous sommes toi, sans la mort, sans le regret, sans le gâchis. » Ryland fixait l'écran. « Tu appelles ça du gâchis. Moi, je dis que c'est la raison pour laquelle je me bats. Sur Terre, Navarro a initié le protocole Hammerfall. Ultime éventualité. Chaque grande ville activerait ses réacteurs nucléaires souterrains, des ogives nucléaires enterrés conçus pour exploser en cas d'infiltration totale. Le prix à payer? La Terre elle-même. Il brûlerait la planète avant de la laisser devenir la pépinière de l'essaim mimique. » Briggs frappa le mur du poing en l'entendant. « Tu veux tuer le dernier d'entre nous pour arrêter quelque chose qui se fait passer pour nous ?» Navarro ne broncha pas. « Je veux laisser derrière moi quelque chose qu'ils ne pourront pas copier. » Briggs s'avança, furieux. « Tu vas transformer la Terre en une histoire racontée par H. » Navarro soutint son regard. « Numéro, je vais m'assurer qu'ils se souviennent que les humains ne sont pas que des souvenirs et du deuil. » Le combat final eut lieu dans les ruines de l'ancienne Alaska, un site que les mimiques avaient commencé à transformer en terre d'accouchement. Des machines en forme d'utérus sculptées dans des os et de la glace, bourdonnant de berceuses terrestres ancestrales. Ryland largua le Léviathan directement dans le cratère. L'ennemi n'opposa aucune résistance. Ils l'accueillirent et, à cet instant, il comprit. Il voulait qu'il fusionne, qu'il lâche prise, qu'il devienne la dernière copie parfaite, le fragment ultime du chagrin de l'humanité. Ryland sourit. « Reproduis-le. » Il fit exploser le noyau d'Ashwake depuis l'intérieur du berceau. L'explosion n'était pas du feu, ce n'était même pas de l'énergie. C'était une détonation psychologique brutale, une émotion codée en destruction, chaque parcelle de la haine, de la perte, de la culpabilité et du défi de Ryland, tissée en une explosion qui déchira la conscience collective du mimique tel un cri nucléaire. Les témoins brûlèrent, non pas sous l'effet de la chaleur, mais à cause de la vérité. On ne peut pas porter une âme, on ne peut pas voler une cicatrice, on ne peut pas cloner la rage née d'un amour jamais réciproque. La Terre s'obscurcit. Pendant 47 heures, la planète resta aveugle. Pas de diffusion, pas de communication, juste du vent et des souvenirs. Et puis, la lumière. La flotte mimique avait disparu. Brûlée ou dispersée, pas de débris, pas d'avertissement, une seule transmission en boucle dans le ciel noir. Vous avez essayé de nous remplacer, mais nous ne sommes pas des histoires, nous sommes des tempêtes, et les tempêtes ne se portent pas. Briggs trouva Navarro en train d'observer les vestiges du protocole Hammerfall. Jamais utilisé. Navarro hocha la tête vers le ciel. Il le fit. Briggs ne dit rien. Il alluma juste une cigarette. « Oui, » murmura-t-il. Bien sûr qu'il l'avait fait. La Terre ne serait plus jamais entière. Trop de fantômes, trop de cendres. Mais c'était toujours la Terre. Et lorsque les étoiles se retournèrent vers le bas, elles ne virent plus aucun monde à étudier. Ils virent un cimetière qui ensevelit tous les dieux qu'il avait sous-estimés. Et dans le froid silencieux de l'orbite profonde, une unique boîte noire flottait, sa surface marquée, son signal faible. À l'intérieur se trouvait un ultime message. La voix de Ryland. « Tu voulais le meilleur de nous. Mais le meilleur de nous est la pire chose à laquelle tu survivras. Souviens-toi de ça la prochaine fois que tu tenteras de porter notre peau. La terre ne s'agenouille pas, nous enterrons.